Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Balingua newscast. Making news tonight, the novelties of the bills which provide orientation for higher education in Cameroon has been heavily discussed at the National Assembly today. Clearly, several innovations are expected in this law, which repeals that of 2001, which has become obsolete. According to government, Olivier Bouziko revisits this law in his newscast. International Widows Day. In a world where widows are continuously accused of their husband's death, property seized amongst many forms of marginalization, is there a law that protects widows? Makeda Lidi attempts an answer in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us once again. Well, if you're just tuning in, it is the 8 p.m. Balingua newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Onila Donette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, on discutait ce jour à l'Assemblée nationale des nouveautés du projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. En clair, plusieurs innovations sont attendues dans cette loi qui abroge celle de 2001, devenue obsolète selon le gouvernement. Les détails avec vous, Olivier Bouziko. L'enseignement supérieur est confronté à l'accroissement exponentiel des étudiants, des effectifs, du personnel enseignant et non enseignant, ainsi que du nombre des universités d'État, en plus des institutions privées. Ce qui provoque l'aggravation des charges dans un contexte budgétaire particulièrement contraignant, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins des milieux sociaux professionnels au nombre des difficultés. Telles sont entre autres préoccupations soulevées par les parlementaires au ministre de l'Enseignement supérieur au Parlement ce 23 juin pour défendre le projet de loi qui porte orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Ce nouveau texte a pour but de réformer et de moderniser la gouvernance universitaire dans le pays. Il abroge la loi du 16 avril 2001 en vigueur, issue de la réforme universitaire de 1993, qui semble aujourd'hui obsolète et en déphasage avec les évolutions mondiales et les différentes mutations ayant marqué l'université dans le monde. Ce projet de loi consacre la spécificité des activités de recherche qui seront régies par une autre loi. Il propose une dizaine d'innovations, dont la facilité d'accès à l'enseignement supérieur, une meilleure organisation des institutions d'enseignement supérieur, la prise en compte de la flexibilité qu'offre le système LMD. Aussi, jugé pléthorique, le nombre de membres du conseil d'administration des universités d'État a été réduit à 15, de même que les pouvoirs des vice-chancellors et des recteurs ont été renforcés dans l'optique de limiter les conflits d'autorité avec les chefs d'établissement et des départements placés sous leur autorité. Ce nouveau texte s'articule autour de 117 articles contre 54 dans la législation en vigueur. Il se subdivise en 5 titres. À la suite des discussions générales, le texte a été adopté point par point à l'hémicycle. Répondant à une question orale il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, fait savoir que l'affaire Liep Limal est désormais portée devant les juridictions camerounaises, et ce depuis le 10 avril 2023. Des détails avec vous, Léla Rengonze. C'est le 10 avril 2023 que le procureur de la République près du tribunal de première instance du Fondi a été saisi du dossier des épargnes Liepimal par le biais de Global Investment Trading, et ceci conformément aux articles pertinents du Code de procédure pénale. Ainsi s'est exprimé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Une annonce lueur d'espoir pour les nombreux souscripteurs qui espèrent toujours recevoir leur investissement, et certainement un tournant nouveau pour cette affaire qui agite le Cameroun depuis 2021 au moins. D'ailleurs, en début d'année 2022, certains épargnants, las d'attendre, décident d'investir les locaux de l'agence Global Investment Trading de Bonapriso, celle-là même qui est la promotrice de la crypto-monnaie Liepimal. À en croire Jeune Afrique, 2 plaintes ont été déposées au tribunal fédéral du New Jersey aux États-Unis et au parquet de Paris par un collectif de 106 souscripteurs. Le collectif estime son préjudice à 5,2 milliards de francs CFA. Pour sortir de la question orale à lui adressée par le député Jean-Michel Nitieux,
le ministre Laurent Esso a invité les parlementaires à laisser la justice faire son travail sans précipitation. Car le temps judiciaire n'est pas le temps parlementaire, ni celui de la rumeur, encore moins celui de l'opinion. Denise McClure, Britain's High Commissioner to Cameroon, has been received by the Minister Delegate of Economy, Planning and Regional Development. Both parties have discussed the reconstruction plan of the Northwest and Southwest region. Well, let's listen to this interview as selected by our reporter Olivier Bouzikou. Over the last couple of years, we have seen a real increase in our bilateral engagement with Cameroon, but particularly with regards to the economy and investments. We have seen the start of the project to improve the access road to Douala. And we've seen the development of a number of other projects, whether that includes the agricultural opportunities in Adamawa or other infrastructure such as the grid stabilization in Douala. We're looking forward to the continued increase in our trade relations, which are now at a level higher than they were before the pandemic. And we're looking forward to realizing some of those investment opportunities that I just talked about. Affaire MTN Dan Poulo, selon Maître Akere Mouna, la compagnie de téléphonie mobile est engagée dans des lourdes procédures judiciaires en Afrique du Sud et une affaire qui ne les concerne pas, qui cause de lourds préjudices financiers. Selon le bâtonnier émérite, dans une récente sortie sur les réseaux sociaux, il dénonce les difficultés traversées par MTN Cameroun. Le point avec vous, Oriane Donké. Il s'adosse sur plus de 2 décennies d'exercice au cœur des questions de bonne gouvernance et de gouvernance d'entreprise pour noter que ce que traverse la compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun relève de l'inédit. Au rang des incongruités, la saisie de fonds opérationnels, de fonds de monnaie mobile à hauteur de 147 milliards de francs CFA cumulés. Autre point, l'ordonnance demandant que ces fonds soient versés sur le compte séquestre du greffier du tribunal, faisant du greffier partie prenante dans l'affaire et par ricochet, placer le tribunal en position de conflit d'intérêts. Selon Maître Akere Mouna, puisqu'il s'agit de lui, il n'est pas possible de saisir un produit insaisissable tel que de l'argent mobile. La Banque centrale le confirme d'ailleurs. De plus, ces fonds n'appartiennent pas à MTN Cameroun. Dans une récente sortie sur les réseaux sociaux, le bâtonnier émérite relève non sans s'offusquer le fait que le Cameroun se retrouve dans une affaire peu élogieuse après le scandale Savannah avec le Tchad, sauvé selon lui par le président de la République. Cet acteur dans la lutte contre la corruption craint pour la parution prochaine de l'indice de la facilité de faire des affaires, indicateur de la Banque mondiale, car d'après lui, MTN Cameroun est au bord de l'asphyxie financière pour des procédures qui se déroulent en Afrique du Sud et qui ne les concernent pas. The board chairman of the Cameroon Development Corporation, CDC, Hope Sonaibai, believes the diversification of CDC's crops with short-cycle products will put the corporation on a profitable footing. Well, let's go listen to this report for more. In an attempt to revamp the Cameroon Development Corporation, CDC, board members have settled on accentuating the production of short-cycle crops like maize, cassava, just to name a few. We are looking at some structural issues, some financial issues. We're looking at various areas that we can solve the long-standing debt situation. The areas that we want to insist on management is the area of short cycle crops, because that can bring a lot of positive results. The board chair was speaking to the press on Tuesday, June 20, after the corporation's board of directors sat to examine the accounts for the 2022 fiscal year. It's a session that we approve, we look at the accounts ending 31st December 2022. We have agreed or approved that the procedures in
in keeping the accounts of the company have been followed, and the situation that we approved reflects the current state of affairs with the corporation. So, greatly affected by the Anglophone crisis, the CDC continues to solicit government support in the reintegration of workers on technical leave. So, the state is giving the support that we need, and we continue to hope that they will continue to see it that way. So, and take additional measures so that we can bring more life to the organization, bring back those of our colleagues who are still under what we've termed chômage technique, and bring them into gainful employment. Known for the production of long-cycle goods like banana, palm oil, rubber, the corporation sees short-cycle products as a productive way to bail itself out of the huge financial debt. We remain in the Southwest region, where local and regional authorities, alongside students of the National School of Local Administration, NASLA, have been drilled on crisis management within the decentralization context in Cameroon. Well, the three-day meeting was chaired by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. Let's listen to this report for more. A workshop on crisis management has been organized in Boyar, Southwest region of Cameroon. This is under the theme, Crisis Management within the Decentralization Context in Cameroon, Challenges and Prospects for Regional and Local Authorities. Legislative and regulatory framework relating to crisis management, especially as concerns regional and local authorities. We have another thematic on how to prepare the region to identify the vulnerabilities so as to better address the crisis situations when they do occur. And then lastly, we have another one on other actors in the decentralization process and how they intervene in disaster management. In that case, we will share a few experiences of other countries. This three-day sitting has been chaired by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, who invites all participants to implement this knowledge in ending the Anglophone crisis. We want to have a scientific knowledge. There are meetings that are governing and that when we want to have should start with and I think it's good for those who are here, those who are active, a methodology that will help stakeholders in resolving tax collection, urban disorder, amongst other things plaguing the region. In council setup, you have to manage people, and when you talk of managing people, there are crises that come up, and this colloquium will help us to solve those crises, to manage those crises. We are looking at urban disorder. We are looking at crisis related to revenue collection. People don't like paying taxes, and so the methodology we shall learn here will help us better approach the citizens of our municipality. The colloquium also had students of the National School of Local Administration, NASLA, in attendance. Ce 23 juin, c'est la journée internationale des veuves, une occasion selon l'Organisation des Nations Unies pour porter l'attention sur les diverses marginalisations dont subissent les veuves au quotidien. Comme dans plusieurs pays du monde, au Cameroun, les veuves font face à diverses maltraitances. Au focus sur ces violations avec vous, Makeda Lydie Newton. Au Cameroun, les femmes continuent de subir les pires humiliations à la mort de leur époux. C'est le cas d'Esther Bindop, rencontrée à Douala. Veuve depuis 2002, elle a dû faire face aux nombreuses menaces de la part de sa belle famille, qui voulait entre autres l'expulser du domicile conjugal. Après le décès de mon mari, comme vous connaissez, bon, il y avait les plaintes, elle a tué, elle a tué, elle a tué. Bon, je loue Dieu parce que j'avais des garçons.
qui n'ont pas permis que je sois la proie. Ils ont intervenu, chassé même la belle famille, dont le grand frère à leur papa, qui disait que j'ai tué son frère depuis que mon mari est décédé en 2002. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir demander que les orphelins que leur frère a laissés ici, comment ils vivent. Son cas n'est pas isolé. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, Hélène Béatrice Nguo, veuve depuis avril 2008, a également été accusée par sa belle famille d'avoir assassiné son époux. Malade depuis près de 10 ans, celui-ci travaillait à l'Amicale des Français, mais avait été mis en congé technique, raconte-t-elle. Elle a dû exercer plusieurs petits commerces pour prendre en charge sa famille. Après une rechute, son époux est transporté dans son village pour poursuivre les soins, mais n'a pas pu être guéri. Dès lors, commence son calvaire. Un jour, on m'a appelé, on a dit qu'il est gravement malade. Je me suis levée, je me suis rendue au village. Arrivé au village, il a fait 3 jours, il est mort. Le moment de l'enterrer, comme il était mort le 18 avril 2008, le moment de l'enterrer, on a arrangé, la famille a arrangé son corps et mettre dans mon salon au village. Et puis on m'appelle de venir dire ce qui a tué mon mari. J'ai demandé que qu'est-ce que j'ai fait. On dit qu'on ne comprend pas la mort de mon mari, que c'est moi qui lui ai tué. Outre l'accusation d'assassinat, la belle famille veut dépouiller la veuve des biens matériels laissés par son époux. Ils ont voulu couper un terrain, un côté sur le terrain que mon mari m'a laissé pour le donner au fils de l'autre, leur frère. J'ai dit que ça ne peut pas se faire comme ça. Privation, maltraitance, accusation d'assassinat en passant par les rites de veuvage jugés dégradants, les veuves tentent aujourd'hui de faire entendre leur voix malgré les barrières culturelles. À Douala, l'association des veuves solidaires pour l'arrondissement de Douala 5e compte aujourd'hui près de 700 membres. Soutenue par la mairie de la ville, elle a permis à plusieurs veuves de suivre des formations dans la fabrication de différents produits. De même, l'association a aidé une dizaine de ses membres à entrer en possession de leur pension après le décès de leur époux. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les veuves qui sont encore marginalisées, qui sont battues, qui sont chassées de leur famille de mariage et qui sont renvoyées dans leur famille. Et dans la même foulée, vous avez des veuves qui sont dynamiques, qui sont autonomes, qui savent se prendre en charge et qui savent se défendre. Mais beaucoup reste à faire. Parce que parmi les veuves que j'encadre là, il y en a plus qui habitent dans leur famille maternelle que dans leur famille d'alliance. Donc parce qu'elles ont été chassées, elles ont été virées de leur maison jusqu'aujourd'hui. Il y en a certains qui ne touchent même pas encore la pension de leur mari ou alors avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Moi, je suis une veuve avertie. Pour celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir la pension de leur mari, j'entre dans le fond du dossier avec mon équipe, avec les membres du bureau. Nous creusons, nous essayons de les accompagner jusqu'à l'administration titulaire. Pour vous dire, aujourd'hui, nous avons déjà accompagné une dizaine de veuves qui, il n'y a pas quelques années, elles ne croyaient pas avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Et pourtant, il existe des textes nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun, à l'instar du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, qui stipule par exemple en son article 21 que la veuve a droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. Quel que soit le régime matrimonial, la veuve a le droit de continuer d'habiter dans le domicile conjugal, précise le texte. Pour le gouvernement, le problème n'est pas au niveau des lois, mais des communautés. Il y a même des lois nationales qui protègent et défendent les veuves. Mais le problème n'est pas au niveau de ces mesures. Le problème est au niveau des communautés traditionnelles, des familles qui continuent à perpétuer des pratiques déshumanisantes. Qu'est-ce qu'on entend par pratique déshumanisante dans ce cas d'espèce? C'est le fait déjà d'accuser, de stigmatiser la veuve. Chaque fois qu'un époux meurt, le premier doigt accusateur est pointé vers son épouse. On a l'impression que les communautés font tout pour fragiliser la femme dès que l'époux, le mari, son protecteur n'est plus là.
c'est une discrimination. Parce que quand la femme meurt, le veuf ne subit pas les mêmes rites dits traditionnels. Quoi qu'il en soit, la veuve peut recourir aux dispositions légales pour que ses droits soient respectés. Et quels sont les droits des veuves et comment peuvent-elles obtenir réparation en cas de violation? Sylvie Ekobé, juriste, s'exprime dans cet élément sélectionné pour nous par Makeda Lidinouzo. En dehors de nos textes nationaux, ici qui sont le Code civil, l'ordonnance de 1981, à son article 77, le Code civil à son article 750, il faut dire que le Cameroun a ratifié un ensemble de traités, protocoles d'accords qui visent à protéger les droits de la veuve. On peut voir le protocole de Maputo, on peut également voir le protocole pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui sont un ensemble d'arsenals qui ont été ratifiés par le Cameroun, qui visent à protéger les droits des veuves, parce qu'on sait que dans notre société, les droits des veuves sont marginalisés, les veuves sont marginalisées. Vous allez constater dans la majorité des familles, lorsque le mari décédait, les veuves étaient expulsées du domicile conjugal. Donc on a voulu donc protéger ces veuves de toutes les exactions qu'elles pouvaient subir, aussi bien par la belle famille, aussi bien par la société. C'est la raison pour laquelle on a voulu protéger leurs droits. On sait désormais que la veuve a un droit d'usufruit qui est prévu ici par le Code civil à son article 750 sur les biens de la propriété, sur le patrimoine qu'elle a construit avec son mari. Elle a un droit d'usufruit. En dehors du droit d'usufruit, elle a le droit, elle peut solliciter la liquidation de la communauté qu'elle a construite avec son mari. En dehors de cela, il faut dire qu'elle a un quart des biens lorsque il y a en présence des enfants. Et maintenant, elle a le trois quarts des biens en présence des ascendants. Lorsque les ascendants, ça veut dire que son époux a laissé des pères et mères, elle a le 3 quarts des biens. Et lorsque maintenant, en absence d'enfants, en absence d'ascendants, ici l'épouse a la totalité des biens. Donc il est important aujourd'hui que lorsqu'on fait face à une situation difficile, qu'on n'arrive pas à trouver une solution sur le plan juridique, il faut directement se rendre auprès d'un cabinet d'avocats aguerri qui va vous accompagner pour pouvoir protéger vos droits, protéger vos biens. C'est très important. Le condensé de l'actualité africaine ce 23 juin 2023, c'est au Mali avec la proclamation des résultats provisoires du référendum de ce dimanche en RDC. Déjà plus de 2700 personnes tuées dans les affrontements dans l'est de ce pays. En Afrique du Sud, une trentaine de mineurs retrouvés morts dans une mine. La synthèse est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Proclamation à Bamako des résultats provisoires du référendum sur la nouvelle constitution malienne. La question de la laïcité dont le texte soumis au vote a suscité une vive controverse durant la campagne, des dignitaires musulmans la jugeant contraire à leur foi. En République démocratique du Congo, plus de 2750 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'est du pays, selon des ONG internationales appelant à une mobilisation humanitaire urgente. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait part de sa profonde inquiétude face aux atteintes aux libertés en Tunisie, en particulier la liberté de la presse. Volker Turk a fait savoir aux autorités qu'il souhaite se rendre en Tunisie pour les rencontrer. Aucune date n'a encore pu être fixée. En Afrique du Sud, une trentaine de mineurs clandestins présumés ont été retrouvés morts au fond d'une mine désaffectée, un mois après un probable accident dans la petite ville aurifère de Welcome, à 250 km au sud de Johannesburg. C'est ainsi donc que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. À demain, on est là de mettre. See you tomorrow in Espangan. Good night to every viewer of Spectrum Television. Do make sure you stay in the company of our programs.